Bonjour et bienvenue sur Sensab. Alors aujourd'hui, on retrouve Pascal Lafargue qui est bien connu de Sensab et qui vient parler de son livre Sur les pas de Mathilde de Toscane. Alors pourquoi parler de Mathilde de Toscane ? Alors Mathilde de Toscane, c'est une très grande histoire. En fait, tout commence il y a quelques années, il y a un peu plus de 10 ans. Je suis à l'époque en concentration avec une de mes élèves et je vais lui révéler une de ses vies antérieures. Donc je suis en pleine concentration, physiquement présente, dédoublée dans l'espace-temps d'un certain siècle, d'une certaine époque. Et à un moment donné, chose qui ne m'était jamais arrivée auparavant, je vais voir une femme de dos qui parle à une autre femme, qui d'ailleurs, cette femme, eh bien, c'est la réincarnation de l'élève, de mon élève en fait. Et donc, je suis en train de l'écouter, voir ce qu'elle dit et ce qu'elle demande à cette femme. Et donc, je traduis la conversation entre cette femme et la femme qui est de dos, lorsque tout à coup, cette femme de dos m'intrigue, mais m'intrigue au plus haut point. Donc, je décide d'en savoir un petit peu plus sur elle. Et à un moment donné, comme lors de mes concentrations, je voyage dans le temps et je me retrouve vraiment dans une pièce comme je peux être avec vous, Sandrine, eh bien, je contourne la femme pour essayer de la voir de face. Au regard de tout ce que je venais d'entendre, elle m'intriguait encore plus et j'ai envie de la voir de face. Et là, en me mettant de face à elle, j'ai un choc que je n'avais jamais eu de ma vie. Je me reconnais. J'ai un tel choc que je réintègre mon corps physique, je tombe en larmes, je ne peux plus parler, je ne peux plus rien faire. L'élève qui est avec moi, la personne me dit « Pascal », en me prenant délicatement la main, « il était temps ». Et en fait, j'ai été comme dans un état de choc, j'ai réintégré très rapidement mon corps physique et ça m'a tellement émue, déstabilisée. L'expérience que je venais de vivre en elle-même était tellement forte et puissante qu'il a fallu que je me bloque complètement. Et pendant 2 ans, je vais oublier ce qui s'est passé parce que je ne me sens pas de taille à comprendre qui est cette femme, pourquoi est le lien avec moi puisque je me suis reconnue. Donc je vais oublier tout ça pendant 2 ans. Volontairement. Volontairement, pour me protéger. Parce que c'est très fort de se retrouver dans une vie antérieure, c'est pas anodin. C'est pas anodin, surtout, Sandrine, que ça n'était jamais arrivé avant et ça ne s'est pas reproduit depuis. Ça reste un événement unique en ce qui me concerne. Et j'ai oublié ça pendant 2 ans parce que je ne me sentais pas de taille à m'intéresser à ça. J'avais peur, j'avais pas la force, je ne me sentais pas à la hauteur, enfin, pas prête. J'oublie tout pendant 2 ans. Et 2 ans plus tard, je fais un voyage en Belgique, à Bruxelles plus précisément. Je suis avec des amis, on est au bar de l'hôtel, on prend un apéritif. Et là, une des personnes, Christophe, qui est présent, me dit, parce qu'il commande une bière et le nom de la bière porte un nom précis. Et il me dit, Pascal, est-ce que tu connais l'histoire de l'abbaye d'Orval? Et je lui dis non, pas du tout. Et il me dit, écoute, je viens d'acheter un livre écrit par une auteure américaine. Il faut impérativement que tu le lises car je suis convaincue que cette femme a un lien avec toi. Pas l'auteur, mais l'héroïne dont elle parle dans le livre. Et cette femme, il dit, t'as jamais entendu parler de Mathilde de Toscane? Je fais non, pas du tout. Mais quand il me dit ça, et au fur et à mesure de l'histoire qu'il raconte, je comprends intérieurement que ça réveille mes souvenirs. Et plus particulièrement, ce qui s'était passé 2 ans auparavant lors de cette séance. Tout correspond. L'époque, ce qu'a fait cette femme, qui elle était, où elle est allée, ça réveille tout. Je désenfouis de ma mémoire cette fameuse séance que j'avais volontairement oubliée. Eh bien, c'est un déclic. Et 3 mois plus tard, je vais me rendre dans ma famille au Luxembourg. Et là, je vais découvrir, en fait, lors d'un voyage, en parlant à mon oncle, eh bien, qu'il connaît parfaitement l'abbaye et il décide de m'y emmener. Et ce jour-là, ça va être une triple révélation pour moi, parce que, entre-temps, je me suis un petit peu informée sur Mathilde de Toscane, et donc par rapport à la Belgique, à Bruxelles, où là, ça devenait concret parce qu'on mettait un nom. Et 3 mois plus tard, je me retrouve à Bruxelles, mon oncle m'emmène à l'abbaye d'Orval. Et là, arrivant à l'abbaye, donc je leur raconte l'histoire un peu dans la voiture de ce que je savais à l'époque. Et surtout, là où je voulais aller, c'était à la fontaine Mathilde. Alors la fontaine Mathilde est très importante, pourquoi?
Parce que la légende et l'histoire dit que Mathilde, alors qu'elle se promenait avec ses gens près de la rivière, elle a perdu son anneau nuptial. Et son mari, Godefroy le Bossu, qui était un peu un fourbe et quelqu'un d'un petit peu bourru, elle avait très peur que si elle ne portait plus l'anneau nuptial, qu'il s'en rende compte et que ça fasse une histoire. Donc, les gens ont cherché partout, et la légende dit que une truite est sortie de l'eau, a mis l'anneau sur son bec, en fait, son museau, et est sortie de l'eau et l'a rendu à Mathilde. Mathilde a donc récupéré l'anneau, et depuis ce jour-là a dit « Ce lieu, ce Val est d'or ». Donc de Val d'or, c'est venu Orval. Et surtout, elle a été à l'origine de la construction d'une abbaye. Et d'ailleurs, pour cela, elle avait fait même venir des moines calabrais. Donc, en fait, je veux aller à cette fontaine Mathilde. J'arrive à la fontaine Mathilde, et là, je mets les mains le long de mon corps, je regarde le soleil, et je dis, s'il vous plaît, faites-moi un signe. Si vraiment j'ai un lien avec cette femme, faites-moi un signe. Rien ne se passe particulièrement. Donc, après mon petit moment de prière, je baisse les yeux, et je me dis, bon, ben, je ne peux pas quitter ce lieu sans avoir touché l'eau de la fontaine. Donc, je m'accroupis. Et au moment où mes doigts prennent contact avec l'eau de la fontaine, mais simultanément, les cloches de l'abbaye d'Orval se sont mis à résonner dans tous les sens. Si ça, c'est pas un signe? Alors là, c'était un des trois. Et là, je me suis dit, c'est invraisemblable. Et d'ailleurs, j'ai même retiré ma main rapidement, pensant que j'avais déclenché quelque chose, comme quoi l'intellect. Je vais me rendre compte en sortant qu'il y avait une exposition à ce moment-là qui était liée à Jésus. Et on va voir que Jésus va tenir une place importante dans la vie de Mathilde de Toscane. On va le découvrir. Parce qu'elle sera présente le jour où une grande découverte va être faite. Et puis on quitte l'abbaye et on va déjeuner. Il y a un grand lac devant l'abbaye et il y a un petit restaurant. Et donc avec mon oncle, on s'installe, on voulait déjeuner. Et là, qu'est-ce que je vois devant moi? Un panneau immense planté devant le site de l'abbaye qui portait un nom, pays de... Ça porte un nom, il faudra lire le livre pour le savoir. Sauf que ce nom, c'est mon nom de naissance. Et mon père m'avait toujours dit que notre nom était originaire de ce pays de Belgique. Et là, d'un seul coup, je vois ce nom-là sous mes yeux et je me dis, les cloches, au moment où je touche l'eau, elle a construit l'abbaye sur un site qui porte mon nom de naissance. Et le troisième signe, et non des moindres, je réalise que ce jour-là, nous étions le 17 mai. Et le 17 mai, c'est le jour de la Saint-Pascal. Eh bien, à partir de là, je vais prendre l'affaire très au sérieux. Et je vais de ville en ville, de pays en pays voyager. D'église en église. D'église en église, de lieu de culte en lieu de culte, sur les traces de Mathilde de Toscane. Et j'avoue qu'on est très impressionnés parce que tout au long de ces périples avec votre équipe, vous êtes à chaque fois surprise par des gens qui reconnaissent Mathilde en vous, qui vous ouvrent des portes qui sont fermées, qui vous ouvrent des abbayes qui sont censées ne pas être visitées. Et à chaque fois, on est avec vous de plus en plus subjugué par ces synchronicités, par cette ouverture, par cette fluidité, comme si c'était fait, c'était pour vous, on vous attendait. Alors là, j'en ai des frissons au moment où vous parlez, Sandrine, parce que c'est complètement ça. Quand je suis allée en Italie, pour la première fois dans les lieux liés à Mathilde, j'ai eu le sentiment d'être attendue. Et ça a même été très loin parce que, par exemple, très rapidement, quand je vais à San Benedetto Po, où il y a le monastère qui avait été à l'origine créé par le grand-père de Mathilde, Teobaldo, eh bien, et ensuite son père Boniface avait repris, et elle-même avait repris des agrandissements. Eh bien, en arrivant dans la ville de San Benedetto, déjà, on est accueillis par des cloches qui sont mises à sonner dans le village. Je me suis dit, et puis celles-là, je les ai enregistrées, je l'ai sur une bande-son, les cloches. Oui, parce que tout ce que vous faites est répertorié, est gardé, pour que jamais on puisse questionner votre véracité et la réalité de tous vos faits. Tout est enregistré. J'ai des bandes-sons, j'ai des images et tout. Voilà, on ne peut rien contester. Rien. Est-ce que vous avez encore plus aimé Mathilde quand vous l'avez découverte, épiée Oui, oui. C'était une femme extraordinaire. C'était une femme extraordinaire. Et plus j'avance dans l'enquête, et plus je me sens proche d'elle. Et plus je me rends compte qu'avant la révélation, qui a tout déclenché pour moi intellectuellement dans ma tête ensuite, eh bien 2 ans auparavant, j'avais fait 2 voyages qui me menaient déjà sur la piste. Sauf que je ne savais pas que c'était elle. Mais je vais avoir 2 révélations fortes. Une à Rome, à la basilique Saint-Pierre, et une autre
en Angleterre, à Canterbury. Oui. Mais ça, c'est après que je vais faire le lien, après toutes ces années d'enquête. Comme si le puzzle, finalement... La boucle se rebouclait. Oui, oui. Et en fait, cette femme, j'ai commencé à l'aimer, à me sentir proche d'elle. Elle est courageuse. Elle a été très courageuse. Là, je me retrouve en elle. Je retrouve en elle la foi, le courage, la passion, et puis elle part la en mission. croisade, elle n'a peur de rien. Elle n'a peur de rien. Et puis elle croit en sa foi et elle va sauver un peu quelque part la foi partout où elle va, quand elle va être un peu ébranlée. Alors, disons qu'elle va même jusqu'à protéger le pape, notamment pendant la querelle des investitures, hein, contre Henri IV, l'empereur Henri IV, qui lui, les règles, il en avait strictement rien à faire. Et donc, elle va le protéger, elle va aller jusqu'à le protéger. Et puis, elle va comment dirais-je, jouer à l'épée. Elle va faire de l'épée, elle va monter à cheval. Et d'ailleurs, la petite coïncidence très troublante, c'est que récemment, j'ai un coach sportif et je fais du sabre en ce moment. Je fais de l'épée. Donc voilà, je fais de l'épée en ce moment, donc je trouve ça très drôle. Et cheval, quand j'étais petite, j'ai tanné mes parents pour faire de l'équitation. Il fallait que je monte à cheval. Et il va se passer des moments forts. À San Benedetto, quand on va arriver au monastère, déjà la veille de mon départ en Italie, je vais apprendre qu'il y a les 900 ans de la mort de Mathilde et que pour l'occasion, tous les endroits qui devaient être fermés sont ouverts. Mais je le découvre la veille de partir. Donc je me dis comment inconsciemment j'ai pu organiser un voyage avec des dates qui collaient pile poil au moment de l'exposition. Et quand on arrive à San Benedetto, on apprend que le monastère est fermé. Et là, près d'un semblant de syndicat d'initiative en fait, la femme voyant mon dépit et mon désespoir, pour faire court, va prendre un téléphone, va raccrocher et va me dire « Soyez à 14h au presbytère ». Et là, je vais apprendre qu'on a fait déplacer une femme qui a fait 60 km pour un groupe de personnes qu'elle ne connaît pas, car elle ne travaillait pas ce jour-là. On va lui remettre un gros trousseau de clés avec des grandes clés, vous savez, comme dans les films. Et là, je vais vivre un moment magique parce qu'elle va nous ouvrir le monastère rien que pour nous. Je vais avoir accès des lieux qui sont des lieux, mais d'époque de Mathilde. D'ailleurs, là, je vais me sentir mal, je vais être complètement chamboulée. Et à un moment donné, devant le cénotaphe de Mathilde, où il y a au-dessus le tableau de Mathilde, cette femme qui est historienne, scientifique, va dire en italien, mais vous ne voyez pas que c'est elle, c'est la réincarnation, elle est revenue à la vita, et elle n'arrêtait pas de dire ça. Eh bien, le même phénomène se produira le lendemain au château di Canossa, qui est un des fiefs de la famille de Mathilde de Toscane, où là, quand je vais acheter mes billets d'entrée, je vais me prendre un petit chemin, et d'ailleurs, la couverture du livre s'est prise sur le petit chemin qui mène au château. Et là, cette photo, quand on me prend en photo, je ne sais pas qu'on me prend en photo. Donc pour moi, cette photo... Vous êtes guidée. Je suis guidée. Ça on se sent sent toute mon émotion parce que je Vous ne êtes sais happée, pas en fait. complètement. Et là, je vais me retrouver devant le guide qui va me dire, il va demander les billets. Et je lui fais un signe de la main que c'est moi qui les ai. Et quand il me voit, il fait « Non, madame, ce n'est pas la peine ». Et quand on entre à l'intérieur d'une des parties du château, il va me dire « Pourquoi vous êtes là? Qu'est-ce que vous êtes venu faire là ?» Et là, très vite, il y en a une qui déclenche l'enregistrement. Et là, il va dire « Mais c'est vous, vous êtes la réincarnation de Mathilde ». Et là, on lui dit « Mais pourquoi vous dites ça? Mais il n'y a qu'à vous voir, vous avez le même cil, le même nez, le même... voilà, etc. » Et là, il va me reconnaître. Eh bien, ce qui est intéressant, Sandrine, c'est qu'on va me reconnaître dans beaucoup d'endroits. Et je ne vous parle même pas de l'aventure qui va se passer à Rome avec un chauffeur de taxi. Il va se passer des choses incroyables, mais surtout, à un moment donné, quand je lui demande, je vais commencer par visiter les ruines, sans le savoir, je vais aller m'installer à un endroit précis. Et cet endroit précis, c'est l'endroit où Mathilde Canossa et le pape Grégoire VII ont reçu l'empereur Henri IV qui était venu faire repentance auprès du pape. Mathilde était présente puisque ça s'est fait au château de Canossa. Eh bien, sans le savoir, je me suis assise à l'endroit précis, sans le savoir. C'était un livre très fort, très émouvant. On est passionné par l'histoire de cette femme qui est absolument extraordinaire, très moderne, très courageuse, qui n'a peur de rien et qui va jusqu'au bout des choses. Et qui va jusqu'au bout des choses. Et d'ailleurs, je me retrouve aussi en elle parce que c'est une femme qui va être d'une très grande générosité, qui va s'investir, qui a la foi, qui a la mission, qui va être aussi beaucoup trahie. Et oui. Ça, c'est malheureusement aussi... Mais qui va renaître de ses cendres. Mais qui va renaître de ses cendres. Et surtout, parce qu'elle est forte. Donc, elle renaît à chaque fois. En fait, plus elle va vivre des choses difficiles, et plus on va lui donner, on va lui mettre entre les mains des choses fortes.
Et il y a aussi chez Mathilde, et c'est là où j'ai compris, je pense aussi, une part de mon chemin lié plus au sacré, aux femmes sacrées et à la guidance, c'est le lien qu'elle a aussi à Marie-Madeleine et à Jésus que je vais découvrir. Et si j'ai le temps, je vais juste raconter ça. Ça se passe à Mantova. À Mantova, c'était aussi un des fiefs de la famille de Mathilde. Dans un premier temps, je voulais visiter la Rotonda à Mantova, parce que la Rotonda, c'est vraiment un lieu qui a été construit par Mathilde. Donc c'est un lieu rond, circulaire. Quand vous entrez, donc c'est tout en circulaire avec des piliers, et au milieu, il y a des chaises au milieu de ce cercle. Donc moi, j'entre, je fais le tour circulaire, et je vais m'asseoir au premier banc, à l'intérieur de ce petit cercle, de cette rotonde. Et là, je me mets en disposition pour capter, recevoir les énergies. Et là, j'entends, c'est au centre que tout se passe, il faut regarder au centre. Alors comme j'étais au milieu, j'essaye de regarder en l'air, au centre, la coupole, et je ne vois rien. Et on me dit, c'est au centre que tout se passe, c'est au centre. Et je me suis dit, peut-être qu'il faut regarder en bas, donc je me lève et je vais au centre du cercle. Et là, au centre du cercle, j'aperçois au sol une immense croix dessinée dans le sol. Et là, étant assise, je me concentre et en dédoublement, je descends dans les profondeurs de la terre. Et là, je vais décrire une scène absolument incroyable qui va parler du sang du Christ, du chevalier, de l'humanité, qui va parler de plein de choses. Je le dis d'ailleurs dans le livre. Et quand on va sortir, au moment de sortir, j'aperçois très rapidement, mon regard croise, qui était juste derrière la porte de sortie, un bulletin qui parle d'une église avec le sang du Christ. Je l'attrape. Et je dis au groupe, je dis, mais vous avez vu, il y a une cathédrale ici qui s'appelle Sant'Andrea, dans laquelle il y aurait le sang du Christ. Bah Pascal, si vous voulez, nous y allons. Donc, on fait une petite pause déjeuner et on va à la cathédrale Sant'Andrea. On entre dans la cathédrale Sant'Andrea qui est juste magnifique, bondée de monde. Et là, un petit peu plus loin, sur la droite, entre deux piliers, était organisée une petite boutique et il y avait une dame d'un certain âge qui tenait cette boutique. Donc j'entre dans cette petite boutique, je lui demande est-ce qu'il est possible de faire une visite de la cathédrale, mais moi ce qui m'intéresse surtout, je montre le papier, c'est surtout la crypte où il y a le Saint-Sang du Christ. Et là en italien, elle me dit écoutez, ça n'est pas possible puisque il y a eu un tremblement, enfin la terre a bougé, il y a un tremblement de terre et la crypte est inaccessible au public car elle est en travaux. Elle me dit mais si vous voulez, une visite guidée commence. Donc moi, on la remercie, on commence la visite guidée. Et moi, je dis, écoutez, je ne suis pas une touriste, je ne suis pas venue pour faire du tourisme, j'étais venue vraiment pour ça. Donc, je retourne voir la dame et je lui dis, écoutez, voilà, je ne veux pas faire la visite guidée, mais donnez-moi un livre qui pourrait parler de ça. Et là, Sandrine, ça bascule encore dans un autre monde. Cette femme se lève, me regarde, met un chandail, attrape un trousseau de clés, ferme la grille entre les deux piliers qu'elle verrouille. Suivez-moi. On traverse la basilique, on se retrouve près d'une petite porte dérobée. Elle ouvre la porte, descendez vite. Elle referme derrière elle. On prend un escalier en colimaçon. On est seul. Et là, l'instant de le dire, on se retrouve devant la crypte. Et là, elle me colle devant le sang du Christ. Mais vous allez voir la chute de l'histoire. Donc, je lui pose des questions sur Mathilde de Toscane. Elle ne répond jamais. Mais elle me regarde comme ça. Mais elle ne répond pas. Au bout d'un moment, elle nous fait comprendre qu'il faut repartir. On reprend l'escalier en colimaçon et on arrive, on est lâché dans le public, dans la cathédrale. Elle allait repartir, elle revient vers moi, elle m'attrape par le bras, venez avec moi. Et elle m'emmène dans un coin de la cathédrale à droite et elle me montre un grand tableau. Et elle me dit, regardez ce tableau, c'est Béatrice qui tient dans les bras Mathilde, sa mère, au moment où il trouve le sang du Christ. Et là, je ne connecte pas parce que c'est trop fort. C'est beaucoup quand même. C'est trop fort. Et je la suis dans sa boutique. Je veux lui acheter un livre. Elle l'enlève de mes mains. Elle m'en donne un autre. Elle me dit non, prenez celui-là pour vous. On lui donne voilà ce qu'on doit lui donner. Et on va s'asseoir au premier rang. Je prends ce qu'elle m'a donné. Et là, Sandrine, qu'est-ce que je découvre? Que ma concentration du matin à la Rotonda. Pourquoi Mathilde l'a construite là, c'est Rotonda. Parce que c'est là qu'a été découvert le sang du Christ, une fiole du sang du Christ qui avait été ramenée de Terre Sainte. Oh là là. Et en fait, elle a construit cette rotonde au-dessus. Et puis l'après-midi, le fait qu'il se passe tout ça, eh bien c'était normal que j'aille voir cette fiole qui m'a appartenu, qui a appartenu à la famille de Mathilde. Eh bien, on me colle l'après-midi. Eh bien, c'est cette femme qui va me donner les clés de ce qui va se passer à Mantova. Alors bien sûr, j'ai fait très vite pour raconter ça, mais ça dépasse l'entendement, c'est inouï. Et moi, je dis toujours une chose dans la vie.
quand on est dans l'acte juste, les choses justes, les portes s'ouvrent tout le temps. Et en fait, toute ma quête en 10 ans, parce que ça a duré 10 ans, Oui. on n'a mis que des gens dans des pays, des lieux où j'ai jamais mis les pieds, que des gens qui me reconnaissent en tant que Mathilde, qui m'ont guidée, accompagnée, révélée, portée et donné les réponses qu'il fallait. C'est une vraie saga, et au sens propre du terme, puisque saga est un mot médiéval, donc c'est vraiment une saga au sens propre du terme. C'est une enquête, j'en ai mené des enquêtes dans ma vie. Mais celle-là, Elle me concerne, elle dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Ça dépasse la science-fiction et Complètement. surtout, c'est bien plus extraordinaire que le Da Vinci Code. C'est ça, Parce que d'abord, c'est vrai, c'est ça, ensuite, c'est prouvé c'est ça, et vous êtes là pour en témoigner. absolument. Beaucoup ont commencé à me parler du Da Vinci Code et en me disant ça a quand même une autre dimension que le Da Vinci Code dans le sens où c'est du vécu en fait. Mais en fait, ça a une autre dimension. C'est différent du Da Vinci Code parce que le Da Vinci Code traite entre autres de la descendance de Jésus et Marie-Madeleine. Voilà. Mais je me suis retrouvée dans des scènes et des situations qui étaient dignes du film. Oui, Clairement, vraiment. clairement. Et puis, ce qui est troublant, c'est que vous êtes toujours troublé parce que vous-même, à chaque fois, êtes surprise par tant de synchronicité et de vérité. Alors, vous savez quoi, Sandrine? Maintenant, je ne parle même plus de synchronicité, je parle de guidance sacrée. Parce que à ce niveau-là, c'est de la guidance sacrée. Il ne peut pas en être autrement. En tout cas, si vous avez envie de vivre quelque chose d'extraordinaire, voici l'enquête absolument hors du commun de Pascal sur les traces de Mathilde de Toscane. Quelque chose qui ne vous laissera absolument pas indifférent. Je pense que vous allez même en faire des rêves. Parce que quand on a lu ce livre, eh bien après, on n'est plus jamais le même. Voilà, vous nous avez fait rêver, transporter, et c'est extraordinaire. C'est au-delà des mots, en fait. Merci Sandrine. C'est vrai que, il y a une phrase que je dis souvent, ça dépasse l'entendement. Ça dépasse en fait l'entendement, ça dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Moi-même, j'en perds mes mots tellement c'est impressionnant. Et à vous écouter, j'en suis encore plus scotchée parce que c'est vrai que c'est très troublant. Oui, c'est très troublant. C'est très troublant parce que là, j'ai cité des petits extraits. Mais votre vie est troublante. Ces passages que vous décrivez sont étonnants. Et en plus, je vous connais, vous êtes une femme tout à fait les pieds sur terre, donc vous n'êtes pas du tout inilluminée. Et c'est pour ça que ça rend les choses encore plus troublantes. Et justement, c'est de faire l'enquête comme je le fais, c'est d'aller enquêter, d'aller sur le terrain. Très sérieusement. D'aller dans les archives. Très parce concrètement. Que pour cette enquête, j'ai eu accès dans des conditions incroyables aux archives archiépiscopales de Lucca en Italie. C'est un des centres les plus importants en termes d'archives. Donc en plus, c'est aussi du terme du Moyen-Âge et historique, et vrai, et ésotérique. Donc vous aurez compris que c'est le livre qu'il faut absolument lire pour la rentrée. Merci beaucoup, à bientôt. Merci Sandrine.